La France face aux inondations. Une douzaine de départements de l'Ouest sont placés en alerte orange pour crues et le niveau de la Garonne devrait continuer de monter jusqu'à la mi-journée ce mercredi. Le grand fleuve déborde depuis jeudi dernier et par endroits, l'eau a envahi les terres sur des centaines de mètres autour des berges habituelles. Rien qu'à La Réole, une petite commune de la Gironde, près de 1600 personnes ont été évacuées. D'autres régions sont également touchées. En Charente-Maritime, 135 détenus de la maison d'arrêt de Saintes ont été évacués en raison de la montée des eaux de la Charente. Évacuation également des patients d'une clinique à Bruz en Bretagne et la Loire déborde elle aussi. Le maire d'Angers, Christophe Béchu, parle de niveau de crue jamais atteint depuis 25 ans et lance un appel à la prudence et à éviter tout déplacement non essentiel. Là aussi, le pire est encore à venir et Vigicru s'attend à un pic du niveau de la Loire dans la journée de mercredi. Elle promet de mettre en valeur la part d'arabité de la culture française. Anne-Claire Legendre, conseillère d'Emmanuel Macron pour l'Afrique du Nord et le Moyen-Orient, succède à Jack Lang à la tête du prestigieux Institut du monde arabe. L'ancien ministre de la Culture a annoncé sa démission il y a 10 jours, après que son nom est ressorti dans l'affaire Epstein. Aux côtés d'Emmanuel Macron, Anne-Claire Legendre s'est notamment investie sur le dossier de la reconnaissance par la France de l'État de Palestine. Cette diplomate de carrière a également occupé pendant plus de 2 ans le poste de porte-parole du ministère des Affaires étrangères et a servi dans plusieurs ambassades françaises, notamment au Koweït et au Yémen. À l'annonce de sa nomination, Jack Lang a salué une excellente nouvelle, évoquant une personnalité de haute valeur intellectuelle qui a toujours appuyé les actions de l'Institut du monde arabe. L'ancien ministre doit désormais répondre à la justice concernant ses liens, notamment financiers, avec Jeffrey Epstein. Sa fille, Caroline Lang, a fondé en 2016 une société offshore domiciliée dans les îles Vierges américaines aux côtés de l'homme d'affaires et pédocriminel américain. Jack et Caroline Lang sont tous deux visés par une enquête pour blanchiment de fraude fiscale aggravée. Jamais les autorités françaises n'avaient saisi autant de cocaïne qu'en 2025. Auprès de France Info, le ministère de l'Intérieur a indiqué avoir intercepté 81 tonnes de cette drogue l'année passée, soit une hausse de 50% par rapport à 2024. Et c'est dans les Antilles que la majeure partie de ce trafic a été démantelée. Le procureur de la République de Fort-de-France a indiqué que 42 tonnes de cocaïne ont été saisies dans les Caraïbes. La cocaïne est la drogue qui a généré le plus de revenus sur le marché français en 2023 selon une étude publiée par l'Observatoire français des drogues et des tendances addictives, avec près de 3,1 milliards d'euros sur l'année. Un paradoxe sur le papier car le prix du gramme de cocaïne n'a jamais été aussi bas avec 58 euros en 2024 contre 66 l'année précédente et les quantités consommées étant bien moins importantes que celles du cannabis. Mais selon le co-auteur de l'étude, le nombre de consommateurs qui aurait triplé en 10 ans expliquerait l'explosion de cette consommation. La France et l'Inde souhaitent renforcer leur partenariat militaire. Le président français Emmanuel Macron a rencontré ce mardi le Premier ministre indien Narendra Modi à Mumbai dans le cadre d'une visite de 3 jours en Inde. Les échanges s'annoncent sous les meilleurs auspices après la confirmation par l'Inde de son intention d'acheter 114 avions de combat Rafale supplémentaires, une commande sans précédent pour le constructeur Dassault. Au cours de la dernière décennie, New Delhi a cherché à réduire sa dépendance vis-à-vis de la Russie, son principal fournisseur d'équipements militaires, en se tournant vers d'autres pays. Les discussions de cette semaine devraient également porter sur l'incertitude économique mondiale créée par la politique douanière de l'administration Trump ainsi que l'influence grandissante de la Chine. Une question sensible demeure, celle de la situation en Ukraine. L'Inde n'a pas condamné l'invasion russe de 2022 et continue d'acheter du pétrole à Moscou. Autre dossier, Emmanuel Macron sera à New Delhi mercredi et jeudi pour un sommet sur l'intelligence artificielle. Après la signature de l'accord commercial UE-Inde en janvier, l'ambassadeur de l'Inde auprès de l'UE confie son enthousiasme en attendant l'entrée en vigueur effective de ce traité de libre-échange. As quickly as EU is able to complete its internal processes, we would be in a position to sign the deal. L'accord doit à présent obtenir l'aval officiel du Conseil de l'UE et du Parlement européen avant son entrée en vigueur. La procédure devrait durer 1 an.
Le traité permettra la création d'une zone de libre-échange de près de 2 milliards de consommateurs. Il apporte aussi un certain soulagement à l'Inde, visée par des sanctions tarifaires imposées par les États-Unis. And for us, it is important as two important poles of the multipolar global order to cooperate with each other, and not only for our mutual benefit, but for the global stability also. L'ambassadeur s'est entretenu avec Euronews alors que l'Inde organise le sommet de l'intelligence artificielle à New Delhi. Les plans d'investissement militaire de 8 États membres de l'UE ont été approuvés mardi par les ministres européens des Finances. Les programmes de ces 8 pays, qui incluent la Pologne, l'Italie, la Finlande et l'Estonie, représentent au total 74 milliards d'euros. C'est environ la moitié des 150 milliards prévus par la Commission européenne pour le renforcement de l'Union. À elle seule, la Pologne a demandé plus de 43 milliards d'euros. Au total, 19 États membres ont demandé une aide financière au titre du programme Action de sécurité pour l'Europe, ou SAFE. La France, ainsi que la Hongrie et la République tchèque, attendent toujours l'approbation de la Commission, nécessaire pour que les plans soient présentés au gouvernement de chaque pays. Le renforcement de sa défense est l'une des grandes priorités de l'UE pour les prochaines années. Dans le cadre du plan Readiness 2030 de la Commission, l'Union prévoit d'allouer jusqu'à 800 milliards d'euros à la défense d'ici la fin de la décennie. Les produits de défense concernés comprennent les munitions, les missiles, les systèmes d'artillerie et les drones. Ils incluent également les systèmes de défense anti-drones et anti-missiles, ainsi que la protection des infrastructures critiques. Le programme SAFE stipule que les équipements doivent impérativement être de fabrication européenne, avec un maximum de 35% des coûts de composants provenant de l'extérieur de l'UE ou de l'Ukraine. Le gouvernement belge a convoqué mardi l'ambassadeur américain Bill White, qui avait publiquement accusé les autorités d'antisémitisme la veille. Tout a commencé par l'ouverture d'une enquête concernant 3 hommes qui pratiquaient des circoncisions sans formation médicale certifiée dans la ville d'Anvers. Dans un message publié sur X, l'ambassadeur américain a qualifié l'enquête d'antisémite et a exhorté le ministre de la Santé à intervenir. Le ministre belge des Affaires étrangères Maxime Prévost a fermement condamné cette déclaration, dénonçant une désinformation dangereuse qui sape selon lui la véritable lutte contre la haine. Maxime Prévost a également rappelé que la loi belge autorise uniquement la circoncision rituelle lorsqu'elle est pratiquée par un médecin qualifié dans le respect des normes de santé et de sécurité. Lors de sa convocation de mardi, Bill White s'est vu rappeler que toute ingérence dans les affaires intérieures de la Belgique constitue une violation du rôle d'un ambassadeur. Depuis plus de 1000 ans, les chasseurs de phoques et les pêcheurs inuits se déplacent en traîneau. Les patins des traîneaux glissent sur la neige et la glace qui disparaissent peu à peu. Jørgen Christensen est champion de course de chiens de traîneau. Il est né il y a 62 ans à Ilulissat, une petite ville sur la côte ouest du Groenland, à 300 km au nord du cercle polaire. C'est la première fois qu'au mois de janvier, chez lui, la baie est libre de glace. Hundeslaget rammer meget, meget dårligt. Fordi vi mister det der vores rute eller stor bro, fordi når det kommer havisen, og det vi føler det helt op til hele kysten, hvor bestemmer hvor skal jeg hen. Men nu der ingen havis. Dans les années 80, les températures hivernales à Ilulissat tombaient régulièrement autour de moins 25 degrés. Jørgen Christensen raconte qu'aujourd'hui, le mercure monte parfois jusqu'à plus 10. Sans la banquise, de nombreuses familles inuites ne peuvent pas chasser et les autorités nationales ont débloqué des subventions d'urgence. La fonte des glaces pourrait en revanche libérer l'accès à des gisements inexploités de terres rares. Pour de nombreux Groenlandais, ces gisements sont la raison principale de l'intérêt de Donald Trump pour leur île. Son histoire a bouleversé le monde entier. Aujourd'hui, Gisèle Pellicot confie son vécu à travers un livre intitulé « Et la joie de vivre » et coécrit avec la journaliste Judith Pérignon. L'ouvrage revient sur les lourdes épreuves traversées par la septuagénaire
De très nombreux viols commis par plus de 50 hommes sous l'effet de la soumission chimique à l'initiative de son mari Dominique Pellicot, puis la découverte de son supplice et le procès très médiatique de son désormais ex-compagnon et de ses multiples agresseurs. Érigée en véritable icône féministe pour avoir renoncé à maintenir le huis clos durant toute l'instruction, Gisèle Pellicot brise à nouveau le silence pour témoigner de son effondrement, mais aussi de son chemin vers la résilience. Une initiative qui ancre un peu plus les mots qu'elle avait prononcés lors du procès, pour que la honte change de camp. Le révérend Jesse Jackson, leader américain des droits civiques, est décédé à l'âge de 84 ans. Né en 1941 à Greenville, en Caroline du Sud, Jesse Jackson s'est fait connaître dans les années 60 en tant que porte-drapeau de la Conférence des leaders chrétiens du Sud de Martin Luther King. Il a également lancé 2 organisations de justice sociale et d'activisme, Operation Push en 1971 et la National Rainbow Coalition quelques années plus tard. Jesse Jackson s'est présenté à 2 reprises à l'investiture du Parti démocrate américain pour l'élection présidentielle en 1984 et en 1988, arrivant en 3e puis en 2e position. Le célèbre leader a défendu aux États-Unis et à l'étranger les intérêts des personnes pauvres et sous-représentées sur des questions allant du droit de vote aux opportunités d'emploi, à l'accès à l'éducation et aux soins de santé. Dans un communiqué, la famille de Jesse Jackson a précisé qu'il s'en est allé paisiblement, entouré de ses proches.